La Saint-Valentin, c'est censé être la fête des amoureux, des roses et des chocolats. Mais imaginez une seconde que votre soirée romantique se transforme en véritable cauchemar. C'est exactement ce qui est arrivé à ces trois personnes. On commence avec cet homme, obligé de se cacher dans un jardin en pleine nuit, le cœur battant à tout rompre. Puis ce couple, dont la voiture a eu les pneus crevés au milieu de nulle part, transformant leur rendez-vous en scène de film d'horreur. Et le plus fou, cette fille, rencontrée sur Tinder, qui a tout simplement disparu sans laisser la moindre trace après leur rencard. Le pire dans tout ça, chaque histoire a commencé de la manière la plus banale qui soit. Vous aussi, vous auriez pensé que tout allait bien. Mais parfois, le danger se cache là où on s'y attend le moins. Curieux de savoir ce qui s'est réellement passé? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Cela faisait presque 3 ans que je sortais avec ma copine. Pour cette histoire, je vais l'appeler Nikki. Tout a commencé de manière totalement banale. J'avais répondu à l'une de ses stories Instagram, on avait discuté un peu puis échangé nos numéros. Très vite, on s'est ajouté sur Snapchat, et une semaine plus tard, on se rencontrait enfin en vrai. Le courant passait bien. On a commencé à se voir régulièrement juste après les fêtes, en janvier. À cette période, la Saint-Valentin approchait déjà, et pour être honnête, j'étais plutôt content de ne pas la passer seule cette année-là. Mais quelques semaines après le début de notre relation, Nikki m'a confié quelque chose de troublant. Elle m'a parlé d'un homme, un certain Ben. Ben était un ancien camarade de cours, un peu plus âgé qu'elle. Ils s'étaient rencontrés dans un collège universitaire, lors d'un travail de groupe. Au début, rien d'alarmant. Puis, il avait commencé à la suivre sur le campus, à apparaître par hasard, à lui envoyer des messages de plus en plus insistants. Le pire, c'est qu'il avait fini par découvrir où elle habitait. Il lui envoyait des textos étranges, dérangeants, parfois inquiétants. Nikki ne répondait jamais. Elle ne l'avait même pas bloqué. Elle voulait voir jusqu'où il irait, ce qui aujourd'hui me paraît complètement fou. Elmo a expliqué qu'il avait recommencé à lui écrire à l'aune approche de la Saint-Valentin. Les messages devenaient plus nombreux, plus pressants. Et puis un jour, il est allé encore plus loin. Un matin, Nikki a trouvé une boîte de chocolat posée devant sa porte. Quelques minutes plus tard, elle a reçu un message. « J'espère que le cadeau te plaît ». À ce moment-là, elle a décidé de répondre. Un long message, poli mais ferme. Elle lui disait qu'elle voyait quelqu'un, qu'il devait arrêter et qu'il avait clairement besoin d'aide. Elle était terrifiée à l'idée qu'il ait suivi jusqu'à chez elle. Je lui ai promis que je la protégerais, que rien ne lui arriverait. Quelques jours plus tard, Nikki m'a envoyé une capture d'écran, un message provenant d'un numéro inconnu. Le message demandait « Le garçon que tu vois, c'est mon prénom ?» À partir de ce moment-là, je me suis senti directement impliqué. Ce type connaissait mon nom. On était à 2 doigts d'aller porter plainte. Et puis, est arrivé le jour de la Saint-Valentin. On est allé dîner dans un restaurant au bord de l'eau. Le temps était agréable, on mangeait dehors. À un moment, on a remarqué un homme assis sur un banc, près du parking, casquette enfoncée sur le visage, immobile. Nikki a plaisanté. Et si c'était Ben? On a ri, jusqu'à ce que l'homme incline légèrement la tête vers nous, puis détourne le regard, et parte précipitamment. Le malaise était réel. Plus tard dans la soirée, on est allé chez moi. On était sur le canapé. L'ambiance était calme, intime, puis soudain on a entendu un bruit dehors, dans le jardin. Je suis sorti voir. Les chaises de plage appuyées contre la maison avaient été renversées. Il n'y avait pas de vent. En regardant les buissons, j'ai remarqué quelque chose. Une silhouette, immobile, trop grande pour être un animal. Quelqu'un était là. Quand il a vu que je l'avais repéré, il a commencé à sortir des buissons rapidement. J'ai réagi par instinct, je l'ai plaqué au sol et maintenu en criant à Nikki d'appeler la police. Quand elle est sortie, je lui ai demandé « C'est lui ?» Elle a blêmi. « Oui, c'est Ben. » Pire encore, il portait le même t-shirt que l'homme aperçu plus tôt au restaurant. La police est arrivée, il a été menotté. Nikki a montré tous les messages, toutes les preuves. Il a été inculpé pour harcèlement et intrusion, et une ordonnance restrictive a été prononcée. Depuis ce jour-là, il ne l'a plus jamais recontacté. Et honnêtement, tant mieux.
Cette histoire s'est déroulée il y a 4 ans. Avec mon petit ami, on avait prévu un dîner mignon pour la Saint-Valentin. En arrivant devant le restaurant, un couple nous fixait intensément. Déjà, ça m'a mise mal à l'aise. À l'intérieur, on apprend qu'il y a 45 minutes d'attente. Mon copain propose qu'on aille faire du mini-golf juste en face pour passer le temps. Sur le chemin vers la voiture, la femme du couple se lève soudainement et se présente. Elle se fait appeler Madame Grady. Elle nous explique, sourire figé aux lèvres, qu'ils sont photographes, qu'on ferait un couple parfait pour des photos. Et nous propose de les suivre jusqu'à leur studio. Aucune carte, aucune adresse. Juste, c'est à 5 minutes d'ici. Mon copain refuse poliment. Son sourire ne disparaît pas. Il devient encore plus dérangeant. Au mini-golf, le lieu est vide. On commence à se détendre, jusqu'à ce que la cloche de l'entrée sonne. C'était eux. La femme me regarde, sourit, longuement, trop longtemps. Je dis à mon copain que je veux partir. En se retournant, ils étaient juste derrière nous. Et là, l'homme parle enfin. Grady contre Rod. Le nom de famille de mon copain est Rod. On est parti immédiatement. Après le dîner, on rentre en voiture. Sur une route entourée d'arbres, une voiture nous suit. On s'arrête dans un parking. Elle disparaît. Puis, quelques minutes plus tard, bang! Les 2 pneus avant explosent. Mon copain comprend immédiatement. Il coupe le moteur, éteint les phares et me tire hors de la voiture. On se cache dans les bois. Pendant qu'il appelle la police, on entend une voiture s'approcher. Puis une voix de femme crier « Vous avez mis trop de temps !» La voiture repart. La police arrive quelques minutes plus tard. On n'a jamais su qui ils étaient, ni ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on était mariés. Mais cette nuit-là, on a frôlé quelque chose de bien plus sombre. Vous avez sûrement entendu parler de ces histoires qui glacent le sang, mais celle que je vais vous raconter ce soir est bien réelle. Elle a marqué toute une ville et continue de hanter les mémoires. C'est l'histoire du fantôme de l'allée des amoureux. Imaginez une petite ville paisible, ses parcs verdoyants, et cette allée un peu à l'écart, bordée de grands arbres centenaires. Un endroit idyllique, le rendez-vous secret de tous les couples. On l'appelait l'allée des amoureux. C'était le symbole même du romantisme, le lieu où les premiers baisers étaient échangés, où les promesses étaient murmurées sous le regard bienveillant de la lune. Puis tout a basculé. Ça a commencé un soir de Saint-Valentin. Un jeune couple, main dans la main, profitait de la douceur de la nuit. Le lendemain, ils n'étaient plus là, disparus, sans laisser de traces. Au début, on a pensé à une fugue, à une dispute qui aurait mal tourné. Mais quelques jours plus tard, un autre couple s'est volatilisé. La panique a commencé à s'installer. Ceux qui ont eu la chance d'en réchapper racontaient tous la même chose, avec des yeux vides de terreur. Une silhouette, grande, sombre, immobile au milieu de l'allée. On ne voyait pas son visage, juste une forme humaine découpée dans l'obscurité. Elle ne disait rien, ne bougeait presque pas. Elle se contentait d'être là, de les observer. Sa simple présence suffisait à paralyser de peur. Certains ont décrit une sensation de froid glacial, comme si toute la chaleur du monde venait d'être aspirée. D'autres ont juré avoir senti un souffle glacé sur leur nuque. On l'a vite surnommé le fantôme de l'allée des amoureux. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. Chaque Saint-Valentin, la même angoisse revenait. L'allée, autrefois si vivante, est devenue un lieu maudit. Plus personne n'osait s'y aventurer après le coucher du soleil. Les parents interdisaient à leurs enfants de s'en approcher. Les couples préféraient tôt se retrouver dans des lieux éclairés, bien en vue. L'allée des amoureux était morte, remplacée par le territoire du nombre. La police a enquêté, bien sûr. Ils ont passé l'allée au peigne fin, interrogé des dizaines de témoins. Mais rien. Pas la moindre empreinte, pas le moindre indice matériel. Seulement des témoignages incohérents, brisés par le choc. Était-ce une simple violence gratuite, l'œuvre d'un déséquilibré qui s'en prenait au bonheur des autres? Ou y avait-il une logique plus perverse, un plan soigneusement orchestré derrière ces apparitions? Personne n'a jamais été arrêté. Le mystère est resté entier. Aujourd'hui, des années plus tard, l'allée des amoureux est toujours déserte la nuit. Les anciens de la ville racontent encore cette histoire à voix basse, comme un avertissement aux plus jeunes. Ils disent que les endroits qui semblent les plus romantiques peuvent parfois cacher les pires horreurs, que l'amour et la peur sont parfois plus proches qu'on ne le pense. Le fantôme, lui, n'a jamais été revu. A-t-il simplement disparu,
Ou attend-il patiemment dans l'ombre son prochain retour? Alors, après avoir entendu tout ça, je vous pose la question. Et vous, vous iriez vous y promener une nuit de Saint-Valentin? Dites-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. CI était pendant le semestre d'Eora, automne 2018. Je suivais des cours en ligne dans une université assez prestigieuse, mais je savais déjà que je retournerais dans ma ville natale pour le semestre d'hiver. Je vivais un peu entre deux mondes, pas vraiment attaché à cet endroit, pas encore revenu chez moi, et la solitude commençait à peser. Je voulais me faire de nouveaux amis, peut-être rencontrer quelqu'un, quelque chose de simple. C'est comme ça que j'ai rencontré Alex sur Tinder. Elle avait des cheveux blonds mi-longs, des lunettes rondes, des taches de rousseur et des yeux bleus très clairs. Le genre de regard qui semble presque trop lumineux pour être réel. On avait beaucoup de points communs, même humour, même goût en film, même rejet des soirées bruyantes et des bars bondés. On a commencé à sortir ensemble. Au début, tout était normal, trop normal. Mais après les vacances de Thanksgiving, quelque chose a changé chez elle. Elle était plus froide, plus tranchante dans ses remarques. Son sarcasme n'était plus léger, il devenait blessant. Rien de physique, juste une impression constante d'être évaluée, observée, jugée. Puis elle est rentrée chez elle pour les vacances d'hiver. On continuait à s'écrire tous les jours, Snapchat, messages, quelques appels vidéo. Et puis, le soir de la rentrée du semestre d'hiver, on s'est quittés. Officiellement, c'était à cause de la distance. Elle disait qu'elle avait le mal du pays, qu'elle voulait être seule. Avec le recul, c'était probablement la chose la plus saine qui pouvait arriver. Quelques semaines passent, la Saint-Valentin approche, et je me retrouve seul. Alors, 2 jours avant la fête, je réactive Tinder, juste pour voir. Peut-être éviter de passer la soirée seule pendant que tous mes amis sont en couple. Et là, je match avec Alex. Même prénom, même photo. Je me dis que c'est un bug, un faux profil. Mais non, c'est bien elle. On recommence à discuter, comme si rien ne s'était passé. Elle me dit qu'elle préfère rester tranquille pour la Saint-Valentin. Regarder un film, commander à manger. Ça me rassure. Le 14 février 2018 tombe un jeudi. On se voit en fin d'après-midi. McDonald's, un cinéma, une balade en centre-ville. Tout est fluide, facile. Comme si rien d'étrange ne s'était jamais produit. Plus tard dans la soirée, on rentre chez moi. On couche ensemble. Et honnêtement, tout semble parfaitement normal. Vers 1h du matin, on s'endort. Je suis un dormeur léger, surtout quand quelqu'un partage mon lit. Vers 3h du matin, je sens le matelas bouger. Elle se lève. Je garde les yeux fermés. J'entends la porte de la salle de bain se refermer. La lumière s'allume. Puis je me rendors. Quand je rouvre les yeux, il est 5h30. Et le lit est vide. La salle de bain est éteinte. Ses vêtements sont toujours au sol. Donc elle est encore là. Je me regarde. Le silence est total. Puis j'entends un léger grincement. De l'autre côté de la chambre, je tourne la tête et je la vois, debout, dos tourné vers moi, complètement immobile. Je chuchote son prénom. Aucune réponse. Je tends la main vers la lampe de chevet et l'allume. La lumière est faible, jaune, tremblante. Et elle ne bouge toujours pas. Je me lève, lentement. Je murmure encore son prénom. Silence. 10 secondes passent. 10 secondes interminables. Et soudain, elle se retourne, beaucoup trop vite. Un mouvement impossible. Et elle se met à hurler. Un hurlement aigu, inhumain. Son visage est vide. Aucune émotion, aucun regard. Juste rien. Elle commence à me frapper. Encore et encore. Toujours en criant. Je recule. Je trébuche sur le lit. Elle me suit, continue de hurler, de frapper. Puis, aussi soudainement que ça a commencé, elle s'arrête, se détourne, attrape ses vêtements et sort en courant de l'appartement. La porte d'entrée reste grande ouverte. Le silence revient d'un coup. Je me lève, je ferme la porte, je verrouille.
Et c'est là que je sens l'odeur. Une odeur insupportable. Je me dirige vers la salle de bain. La porte est fermée. Quand je l'ouvre, l'odeur me prend à la gorge. Le rideau de douche est arraché. La trousse de toilette est renversée. Le sol est trempé. Et le pire, elle a déféqué et étalé les excréments sur le miroir. Avec ses mains, je reste figé. Je n'ai jamais ressenti une telle sensation d'irréalité. J'appelle la police. Ils arrivent. Me demandent son profil Tinder, son Snapchat. Les comptes ont disparu, supprimés. Il ne me reste qu'une seule photo d'elle, un screenshot d'un snap avec un filtre. Mon ami Rob vient dormir chez moi ce soir-là. Il étudie dans la même filière qu'elle. Elle m'avait dit qu'ils avaient un cours en commun. Je lui montre la photo. Il fronce les sourcils. Je ne l'ai jamais vu en cours. Jamais. La classe est petite. Il connaîtrait forcément son visage. Vers 3 heures du matin, la nuit suivante, on entend quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. La poignée bouge lentement. Pendant presque une minute, puis plus rien. Je regarde par le Judas. Personne. Depuis cette nuit-là, plus aucun signe, plus aucun message, aucune trace. Mais parfois, je repense à un détail. Son profil Tinder. Il n'y avait aucune photo avec d'autres personnes, aucun tag, aucun réseau commun. Comme si elle n'avait jamais existé. 4 histoires effrayantes, 4 Saint-Valentin, et 4 moments où tout aurait pu basculer en bien pire. Un harceleur qui observe dans l'ombre, un couple qui en sait beaucoup trop, une fille qui disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Tout avait commencé normalement, un message, un sourire, un match. Comme quoi, le danger ne prévient pas toujours. Alors la prochaine fois que ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, écoute-le. Si cette vidéo t'a donné des frissons, laisse un like. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires vraies. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de rendez-vous qui ont tourné au piège. Des histoires encore plus sombres. À très bientôt et fais attention à qui tu fais confiance.